Alors, bonjour Héloïse. Bonjour Maude. Vous avez travaillé pendant près de 20 ans comme journaliste dans la presse économique, puis vous avez créé Oseille et compagnie, une société de conseil en gestion de patrimoine. Je crois qu'on peut dire de vous que vous êtes une spécialiste des questions d'argent. Je connais un petit peu. On va le dire. Non, pas un petit peu. Vous connaissez les questions d'argent. Avant de plonger dans le vif du sujet, il y a une chose qui m'intrigue. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? En fait, c'est une succession d'expériences personnelles, alors pas des expériences que j'ai vécues moi à titre personnel, mais que j'ai vues défiler devant moi en assez peu de temps. J'ai 45 ans, c'est l'âge où on commence à voir quand même les séparations se multiplier. Et en parlant de ces sujets de séparation avec des personnes de mon âge ou de ma génération qui étaient directement confrontées au sujet, je me suis rendu compte qu'on était aussi naïfs à notre génération que nos parents avaient pu l'être sur les questions financières et qu'on se retrouvait très souvent dans des situations où finalement il y en avait un ou une parfois, mais qui raflait l'essentiel du patrimoine et des biens du couple, et l'autre qui, souvent par mégarde ou par négligence, se retrouvait finalement avec très très peu de choses et à devoir repartir quasiment de zéro. Et j'ai trouvé ça extrêmement injuste, mais je me suis dit, bon, enfin, c'est quand même sidérant. Ce sont des situations qu'on rencontrait fréquemment à la génération de nos parents, où les femmes travaillaient moins, ou plus souvent à temps partiel, etc. Et je pensais en fait que, assez naïvement moi aussi, que ces choses-là étaient révolues et en fait que ces déséquilibres étaient révolus. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout et que c'était lié à une méconnaissance totale de la façon dont fonctionnent les régimes matrimoniaux, les mariages, les pactes, etc. Et puis aussi à une forme d'angélisme ou de naïveté qui consiste à se dire que on fait une union d'amour, un mariage d'amour. Ça n'existe plus aujourd'hui, la période où on épousait quelqu'un parce que il avait des terres ou parce que on savait que sa dot allait être importante. Ça n'existe plus. On fait des mariages d'amour, mais en fait, en faisant des mariages d'amour, on oublie complètement de penser à ses intérêts et on est d'une naïveté terrible. Et donc, en fait, on se dit bon, ça va, on est entre personnes de bonne foi, tout ira bien, etc. Et puis, en fait, au moment de la séparation, on se rend compte qu'on n'est pas toujours entre personnes de bonne foi et que ça se passe pas tout à fait comme on l'avait imaginé. Oui, en fait, on a oublié que le mariage d'amour n'a pas fait disparaître l'institution économique, et non seulement du mariage, mais en fait de toutes les formes d'union selon les modalités juridiques diverses qui existent aujourd'hui et qui ont aussi complexifié en fait l'environnement juridique et financier du couple. Donc votre ouvrage, il est à la fois très précis et didactique. Vous ne tournez pas autour du pot, vous nous mettez clairement sous le nez ce que trop souvent on ignore, par manque d'intérêt, d'envie, de courage aussi. Si vous deviez choisir une règle d'or parmi les 10 que vous énoncez en conclusion, ce serait laquelle ? La règle la plus importante, c'est de savoir et de comprendre. En réalité, il ne faut pas faire l'autruche. La première chose, c'est qu'il faut savoir à quoi vous expose le régime matrimonial que vous avez choisi. Soit vous êtes marié avec un contrat, soit vous êtes marié sans contrat. Il y a six régimes matrimoniaux pour les personnes qui sont mariées et tous n'ont pas les mêmes implications. C'est la même chose pour le PACS. Le PACS ne fonctionne pas de la même manière que le mariage, mais le PACS signé avant 2007 et le PACS signé après 2007 ne fonctionnent pas non plus de la même façon. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Et l'union libre, c'est encore différent. Et en fait, avec cette multiplicité de régimes et de choix qui souvent n'en sont pas, en réalité, on se dit, allez, on se marie et on ne fait pas de contrat parce que ça ne sert à rien, ou on fait un contrat mais on ne comprend pas bien comment il marche. Enfin, finalement, il faut absolument savoir, quand on adopte un
un régime matrimonial ou une forme de Pacs ou qu'on décide de rester en union libre, qu'est-ce que ça veut dire? Et à l'intérieur de ce fonctionnement de couple, qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui nous reste propre? Et la plupart des gens ne savent pas faire la distinction entre les deux. Donc ça, c'est la première chose très, très importante à savoir. La deuxième chose importante à savoir, et je rejoins un peu ce que disaient Céline Bessière et Sybille Golac ce matin, en fait, c'est de savoir ce qui se passe dans les finances du couple. Il n'est pas question de vivre avec une personne qui fait de la dissimulation. Alors, très souvent, ce n'est pas la dissimulation le problème. Le problème, c'est une forme de... partage de compétences. De non-partage de compétences, une tendance à dire écoute, tu t'y connais beaucoup mieux que moi, je te laisse gérer. Et en fait, les finances d'un couple, ça ne se délègue pas, ça se gère à deux. Il faut vraiment un partage des tâches financières parce que sinon, on s'expose à de graves déconvenues. C'est très important de comprendre ce qui se passe, savoir combien gagne l'autre, savoir quel est son patrimoine, savoir quel est son propre patrimoine, savoir quel est le patrimoine commun, savoir comment sont organisés les revenus, comment on dépense, savoir quelles sont les dettes. Ça, c'est très important aussi. Et encore plus, si l'un ou l'autre a une entreprise, c'est important de savoir comment elle fonctionne, comment elle tourne, comment elle se finance. À plus forte raison si on a des parts dans l'entreprise et à plus forte raison si l'entreprise a souscrit des dettes en prenant pour caution le patrimoine commun du couple. Et ça arrive très fréquemment. Donc, il faut être au courant de ce qui se passe très précisément dans les finances de son couple. Et donc, pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut s'en occuper. Alors parfois, ça fait peur parce que certains s'imaginent que ce sont des sujets complexes. Alors oui, c'est vrai, de temps en temps, il y a un petit peu de technicité, mais il faut se former si on a peur, il faut se documenter, il faut lire des blogs, il faut s'inscrire à des newsletters, il faut regarder des sites dédiés et de la presse spécialisée. Il y a quand même une masse d'informations accessibles et ce n'est pas si sorcier. Donc c'est très, très important d'apprendre à se former là-dessus pour pouvoir comprendre. Merci Héloïse. Moi, il y a une chose aussi qui m'a fait sourire et que j'ai trouvé comme une bonne entrée pour commencer à parler d'argent au sein du couple, parce qu'en fait, c'est pas si simple. L'argent reste une notion parfois un peu taboue, y compris à l'intérieur de cette espèce de micro-société que constitue le couple. Et vous proposez un questionnaire auquel répondre à deux ensemble. Et il y a une question qui m'a fait sourire parce qu'elle renvoie à son propre... Ce sont des questions qui renvoient à son propre rapport à l'argent. Et par exemple, on vous demande si vous vous sentez tranquille avec un matelas, pour avoir un matelas de sécurité, est-ce que c'est 1 000 €, 10 000 ou 100 000, je crois. Et c'est vrai que c'est sans doute des questions qu'on ne se pose pas tous les jours, mais ça permet de voir en fait à qui on a affaire et de venir questionner un rapport à l'argent qu'on traîne et qu'on a construit aussi en fonction d'où on vient, par qui on a été élevé, etc. Prenons un exemple concret maintenant. Si on part des inégalités salariales dont on a déjà longuement parlé ce matin et qu'on prend l'hypothèse d'un couple hétérosexuel où monsieur gagne 33% de plus que madame. Alors, pour les fans de pourcentage, si monsieur gagne 33% de plus que madame, ça veut dire que madame gagne 25% de moins que lui. Que conseillez-vous à cette dernière ? Il y a deux choses très importantes dans ces situations qui sont des situations ultra majoritaires. En fait, la première chose, c'est d'en finir avec la règle du sacro-saint 50-50. Quand on ne gagne pas la même chose, on ne peut pas participer à la même hauteur aux dépenses de la famille. Ça n'est pas possible parce que tout simplement, si on fait ça, à la fin du mois, celle, en l'occurrence, dans cet exemple, et c'est souvent le cas, qui gagne le moins, a 0 épargne. Parfois, elle finit le mois dans le rouge et pendant ce temps-là, celui qui gagne davantage peut épargner. Et donc, en fait, au fil du temps, se crée un déséquilibre dans l'épargne et dans le patrimoine des deux membres du couple, finalement. Et c'est là que le déséquilibre que je veux à tout prix éviter et que j'essaye d'éviter au couple en écrivant ce livre se produit. Donc, il faut éviter d'accentuer ce déséquilibre. Et donc, le 50-50 accentue
le déséquilibre entre les patrimoines. Donc, en fait, on ne fait pas 50-50, on fait schématiquement une règle de 3 ou quelque chose comme ça. En tout cas, la règle édictée par le Code civil, au moins pour les mariages et pour les PACS, c'est que chacun contribue à hauteur de ses revenus et de ses moyens. Et en fait, on ne peut pas demander à quelqu'un qui gagne 25% de moins, non, 33% de moins, je ne sais plus. Non, 25% de moins, 25% de moins, de contribuer à la même hauteur, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment une règle à laquelle dont il faut essayer de sortir. C'est difficile parce que parfois il y a une forme de fierté qui consiste à dire mais moi, il n'y a pas de raison, je contribue aux dépenses de la famille à la même hauteur, je travaille, je suis autonome, etc. Oui, mais ce faisant, vous vous appauvrissez en fait, et vous vous en rendez pas toujours compte. Donc c'est dangereux. Et puis la deuxième règle, ou le deuxième conseil que je peux donner à ces personnes qui vivent dans des couples où les revenus sont déséquilibrés, c'est d'en finir avec une répartition, pour le coup, hyper genrée des dépenses, où monsieur alimente l'épargne, paye la maison et la voiture, et où madame paye les courses, le quotidien, la tenue de judo, les leçons de piano et que sais-je encore, et éventuellement la cantine, parce qu'à la fin du compte, c'est pas valable pour tous les régimes matrimoniaux, mais pour la plupart, monsieur a capitalisé et madame n'a rien. Et c'est encore plus vrai dans le cadre du PACS. Et c'est encore plus vrai dans le cadre du PACS signé après 2007. Alors cette règle des 50-50, par contre, vous la revendiquez du côté de la constitution du capital. Donc, dans ce cas-là, par exemple, concrètement, si on dit madame gagne 2 000 € et monsieur gagne un tiers de plus, allez, 2007 ou 2008 à peu près, si je ne suis pas trop mauvaise en calcul mental, comment concrètement, vous dites, si on achète un logement, par exemple, comment on le rembourse dans ces cas-là ? Oui, en fait, ce n'est pas tant la constitution du capital, tous actifs confondus, parce que ça arrive que dans ces cas-là, on ait une épargne financière déséquilibrée, mais dans le remboursement de la résidence principale. C'est très important pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, il vaut mieux essayer de réduire le déséquilibre plutôt que de l'accentuer au fil du temps, et puis aussi parce que les juges, y compris dans les régimes qu'on appelle séparatistes où aucun bien n'est commun, en ont marre de faire les comptes et d'aller chercher les remboursements de courses à mettre en face des remboursements, les paiements de courses à mettre en face des remboursements de crédit immobilier par monsieur, et que le fait d'avoir des situations où monsieur rembourse la maison et madame rembourse les courses, pendant très longtemps ça a donné madame le bec dans l'eau avec rien à la sortie, et maintenant les juges considèrent que c'est pas possible et que si madame doit ressortir toutes ses factures, ils vont pas faire comme ça, ils vont considérer que le remboursement du crédit immobilier est une dépense courante du couple et qu'à ce titre elle est partageable en deux. C'est en tout cas la jurisprudence qu'il y a pour le mariage en séparation de biens depuis 2013 et pour le PACS depuis très récemment. Donc, là, le 50-50, c'est même pas une revendication de ma part, c'est peut-être une mesure de précaution qu'on peut s'infliger ou s'appliquer, parce que finalement, si on rembourse 50-50, on aura 50-50, mais comme c'est ce que décideront les juges de toute façon, en principe, eh bien, au moins chacun aura payé sa part et voilà. C'est pas toujours vrai, en revanche, pour les apports qu'on met dans l'achat de la maison, quand on a la chance d'avoir un apport personnel. Je recommande, et beaucoup de professionnels d'ailleurs recommandent, d'inscrire précisément les apports de chacun, surtout s'ils sont déséquilibrés, pour que à la sortie, chacun puisse récupérer ses billes s'il y a besoin. Mais sur le remboursement du crédit, dans la mesure où la justice aujourd'hui dit c'est 50-50, eh bien faites 50-50, ça sera quand même plus simple.
Voilà. Et après, on ajuste avec la participation proportionnée aux revenus pour constituer le partage commun des dépenses du foyer. C'est ça, c'est dépenses vraiment dépenses, quoi. La répartition déséquilibrée en fait des dépenses, c'est plus facile et c'est moins dangereux si vous l'appliquez sur le panier de courses et la tenue de judo que sur l'appartement. Parce que je rappelle qu'un bien immobilier, en général, c'est 60% du patrimoine des Français. Donc, si vous commencez à avoir une façon déséquilibrée de le rembourser, ça peut faire très, très mal. Alors, suite de l'histoire. Si quelques années plus tard, le couple décide de saisir l'opportunité d'une expatriation familiale, en Asie par exemple, lui voit sa carrière décoller. Les 2 enfants sont petits, elle se dit que c'est le bon moment pour prendre un congé parental et mettre toutes les chances de son côté, enfin de leur côté, pour réussir l'intégration de la famille dans ce nouveau pays. Quels sont les points de vigilance pour que les intérêts de chacun et de chacune soient pris en compte ? Dans les expatriations, il faut faire attention à 2 choses. La première des choses qui n'est pas toujours très connue, ni des personnes qui partent, ni des DRH qui envoient ces personnes à l'étranger, c'est que si vous vous expatriez à un moment ou à un autre, sans le savoir, vous pouvez voir votre régime matrimonial changer, sans en être informé. C'est assez particulier, mais ça arrive. Et puis, à un autre moment, si l'un des 2 disparaît brutalement, eh bien, comme c'est la dernière résidence du défunt qui est prise en compte pour le droit qui s'applique à la succession, en fait, la succession va être gérée comme elle serait gérée dans le pays d'accueil. Et ça, la plupart des couples, évidemment, le découvrent à leurs dépens, ou la plupart des veufs ou veuves le découvrent à leurs dépens. Et donc, la première des choses à faire quand on s'expatrie, et j'encourage vraiment les DRH qui nous écoutent à retenir ce conseil, c'est de filer à une consultation chez le notaire pour dire « je souhaite que mon régime matrimonial et que mon régime de succession soit celui du droit français au cas où il m'arriverait quelque chose. C'est une formalité à accomplir chez le notaire et ça évite vraiment beaucoup d'ennuis. Or, la plupart des gens qui partent, ils pensent d'abord fiscalité, ils vont voir un avocat fiscaliste, ils ne savent pas qu'il faut absolument consulter un notaire. Donc ça, c'est le premier danger contre lequel je mets en garde les personnes qui sont tentées par l'expatriation. Et puis, alors, le deuxième gros écueil, en fait, c'est celui de la personne qui suit et qui va laisser son travail, davantage s'occuper des enfants, etc. En réalité, cette personne, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ne va plus gagner sa vie. Donc, elle va s'appauvrir sur le moment. Mais elle crée aussi un appauvrissement futur parce qu'elle ne cotise pas pendant ce temps-là à la retraite et à tout un tas de choses que lui offre et que nous offre à tous la sécurité sociale. Et donc, en ne cotisant pas aujourd'hui, elle s'appauvrit pour plus tard. Donc, c'est problématique et il faut essayer de réfléchir au manque à gagner, et c'est pas très évident dans une discussion, alors qu'en général, avant une expatriation, on est plutôt enthousiaste, c'est une super aventure, etc. Eh ben, il faut avoir finalement la force de jouer un peu les rabat-joie et de dire attention, cette expatriation-là, elle est super, mais pour moi, c'est un réel manque à gagner et c'est un temps pendant lequel, au lieu de m'enrichir moi, je vais enrichir les caisses communes. Donc, c'est-à-dire que je vais accompagner mes enfants dans des écoles formidables où ils vont s'ouvrir au monde, etc. Je vais permettre à mon mari de faire une carrière dans laquelle il sera beaucoup plus épanoui parce qu'il sera très tranquille parce que c'est moi qui gère tout. Eh bien, donc, j'enrichis la caisse commune, c'est formidable, mais pendant ce temps-là, j'appauvris aussi ma caisse propre. Et pas que maintenant. Et pas que maintenant, donc c'est très important de le verbaliser, de le chiffrer,
parce que ça fait assez mal quand on se rend compte de cette réalité-là. Et c'est important que l'autre en ait conscience et qu'éventuellement, il y ait des formes d'indemnisation, soit par des cotisations aux caisses de retraite des Français de l'étranger, soit par des donations qu'on peut se faire entre personnes mariées ou entre personnes pacsées. Finalement, il n'y a pas de raison que cette aventure-là et cette expérience qui est certes formidable servent tout le monde, sauf celui qui suit, celle qui suit la plupart du temps. Donc, puis là, j'ai pris l'exemple de l'expatriation parce que je voulais aussi vous entendre sur la question des régimes matrimoniaux et de succession, mais sur la question du choix à l'intérieur du couple, et en particulier quand le couple fait famille, c'est-à-dire qu'il y a enfants issus du couple ou recomposition familiale d'ailleurs. La question des choix professionnels est quand même très lié à l'organisation de la famille, et donc c'était intéressant aussi de vous entendre ce que vous venez de dire sur les choix déséquilibrés de choix de carrière. Ça vaut aussi pour un couple qui resterait en France et dont l'un des deux déciderait d'investir, et donc en général plutôt l'une des deux déciderait d'investir en commun accord avec son ou sa conjointe davantage la sphère familiale. Donc effectivement, d'avoir bien conscience que on voit bien ce qu'on perd sur le moment, et on peut trouver que voilà, c'est une décision qui se tient, mais c'est rare que dans le calcul, comme je dis, dans la réflexion de manière générale, on intègre les conséquences à long terme, avec en plus, on ne veut pas casser l'ambiance, mais quand on connaît les statistiques de séparation d'aujourd'hui, il est quand même assez imprudent de penser que des décisions qu'on prend aujourd'hui d'un commun accord au sein du couple, on continuera à coup sûr de les assumer ensemble 25 ans plus tard. C'est assez illusoire, malheureusement. Alors, on pourrait poursuivre longtemps, tellement cet ouvrage regorge d'illustrations et de recommandations concrètes. Mais le temps passe, et je vais devoir vous poser ma dernière question, un peu indiscrète. Et vous, Héloïse, arrivez-vous à appliquer au sein de votre propre couple toutes ces règles de bonne conduite que j'oserais finalement qualifier de féministes ? C'est pas une question facile, mais j'essaye de me les appliquer. Après, dans un couple, on est deux. Je pense que je suis à peu près à l'abri des grandes erreurs d'interprétation sur mon Pacs, et que je sais à peu près ce qui est à qui. Donc ça, c'est plutôt... Enfin, pour moi, c'est plutôt rassurant et clair. En revanche, je ne vais pas vous dire qu'on est d'accord sur tout. C'est pas vrai, parce que l'argent, comme les autres sujets que doit aborder un couple, crée parfois ça peut être un sujet de désaccord. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'investit? Est-ce qu'on s'endette? Est-ce qu'on s'endette pas? Etc. Tout ça, ça prête à discussion. Ce qui est certain, c'est que parce que j'ai travaillé dans la presse économique et ma moitié aussi pendant très longtemps, ça n'est aucunement un sujet tabou. Et donc, finalement, c'est noyé au milieu de tout un tas d'autres sujets et qu'il n'y a pas de problème à en parler. Et ça, c'est quand même plutôt agréable. Merci Héloïse. On va se tourner maintenant du côté des internautes. Alors, pour voir si on a des questions qui remontent, alors j'en vois deux là. Et si sensibiliser les banquiers... proposer au couple d'avoir chacun son compte propre et un compte joint alimenté par pourcentage des gains de chacun pour financer toutes les dépenses du couple. Je ne suis pas sûre de tout comprendre, mais peut-être que vous allez mieux comprendre que moi. Oui, en fait, on pourrait dire aux banquiers ou leur suggérer de proposer à leurs clients chacun un compte séparé, puis un compte joint alimenté à hauteur des revenus de chacun. C'est une bonne idée dans les régimes dits séparatistes, parce que la plus grosse erreur finalement que font les personnes qui vivent en couple et qui sont mariées sans contrat, c'est de s'imaginer que parce qu'elles ont chacune un compte et parce qu'elles font compte séparé, dépenses séparées, épargne séparée,
leur épargne est séparée. Quand on est marié en communauté de biens, la communauté réduite aux acquets, qui est le régime légal, sans contrat, eh bien, à partir de la date où on se marie, tout est commun, y compris les dettes. Donc, ça peut être très illusoire d'avoir deux comptes si on est dans ce régime matrimonial-là. Ça peut permettre d'avoir une petite autonomie, de pas informer l'autre de toutes ses dépenses, etc. Mais en réalité, tout l'argent gagné depuis la date du mariage et l'argent épargné depuis la date du mariage est commun. Donc, attention au risque de confusion dans ces régimes-là. D'accord. C'est vraiment, faut s'y pencher, quoi, en vrai. Deuxième question. J'ai un métier qui ne me passionne pas particulièrement. Ma femme a choisi un travail de type passion, mais qui ne paye pas beaucoup. N'est-ce pas injuste qu'en plus d'assurer la charge financière du couple, je doive donner une partie de mon salaire à ma femme en ne faisant pas 50-50 dans les dépenses ? Je ne sais pas bien quoi répondre. Ça dépend. Non, je ne trouve pas ça vraiment injuste si la décision de passer à un autre métier pour l'épouse a été prise à deux et en accord. Je ne vois pas vraiment où est le problème de ne pas payer 50-50. Et encore une fois, il y a l'histoire morale et de justice morale, etc. Et puis il y a ce que dit le Code civil. Le Code civil dit chacun participe à hauteur de ses moyens. Donc, que le métier vous plaise ou pas. Que le métier vous plaise ou pas, oui. Et puis, alors, moi, en tous les cas, ça m'évoque un conseil aussi qui est très clair et dont on prend vraiment conscience à la lecture de votre ouvrage. C'est qu'il ne s'agit pas en fait d'avoir une bonne discussion un jour où on y passe, je ne sais pas, plusieurs heures. Voilà, on passe du temps sur le sujet et c'est réglé et on n'en parle plus. En fait, moi, ça me renvoie vraiment au fait qu'il faut remettre le sujet sur la table régulièrement et au moins, en fait, à chaque fois que quelque chose d'important change dans le couple, que ce soit l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants, des recompositions familiales avec des enfants qui ne sont pas forcément que ceux issus du couple, changement de travail, à la fois subi et ou désiré. En fait, toutes les décisions, finalement, tous les événements liés à sa relation de couple, et je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas d'incidence financière, finalement. Il y en a assez peu. Il y en a assez peu. Donc, oui, voilà, dès qu'il y a une incidence sur votre budget, sur la façon dont vous allez dépenser pour le quotidien, dont vous allez assumer les dépenses de la famille, sur vos revenus ou sur votre patrimoine, de toute façon, il faut en parler, c'est évident. Et dans les situations heureuses comme dans les situations désagréables. Donc moi, je retiens aussi, merci Héloïse, ce fait qu'on peut avoir cette petite voie d'indépendance économique qui peut être parfois une espèce de fierté potentiellement un peu mal placée en disant « je vais me débrouiller avec ce que je gagne, même si c'est moins que mon conjoint », et qu'en fait, l'autonomie économique, elle doit aussi se penser dans une forme de justice à élaborer, en fait, dans une conversation au long cours avec son ou sa partenaire. Oui, et en fait, il faut évaluer votre autonomie dans les dépenses que vous faites et que vous consentez pour la famille, mais aussi dans le patrimoine que vous constituez, parce que c'est ce qui vous reste à la fin, c'est ce qui vous permet d'avoir un toit sur la tête, d'avoir une retraite à peu près décente, enfin, et c'est de l'ordre de la survie. Donc, c'est important de pas considérer les comptes du couple uniquement à l'aune du budget et des dépenses quotidiennes, mais il faut aussi penser constitution de long terme. Et là-dessus aussi, il faut que ce soit équilibré. Merci beaucoup, Héloïse. Donc, vous trouverez toutes les réponses à vos questions d'aujourd'hui ou de celles qui vont émerger, parce que ça ne manquera pas d'émerger dans les heures et les jours qui vont venir, dans ce livre, « Les bons comptes font les bons amants », donc par Héloïse Boll aux éditions du Cherche Midi. Merci Héloïse Boll. Merci à vous.